Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais commenter cet article que je considère comme étant intemporel. C'est-à-dire que c'est un article qui, selon moi, même en 2155, sera toujours d'actualité par rapport... Enfin, l'article ici parle de la façon de se comporter si on veut réellement réussir en bourse. Et vous allez vous rendre compte que c'est une répétition de ce qui a déjà été dit par le passé, encore et encore, parce qu'en réalité, ça ne change pas. Personne ne va réinventer la roue. Ce n'est que du bon sens. Donc l'article a été écrit par Bernard Mounet, qui écrivait pour le journal Les Affaires. Je pense que c'est son dernier article pour le journal Les Affaires. Ça date du mois de juin 2015. Et Bernard Mounet en question, il a déjà écrit 2 livres. Et je vous encourage à aller lire les 2 livres en question. Yes. À chaque fois que je l'ai recommandé, ce livre, j'ai toujours eu de bons retours. Donc, si vous voulez soutenir l'auteur, pas moi, c'est acheter ces livres-là. Vous n'allez pas le regretter. Facile à lire. En fait, c'est tout ce dont vous avez besoin pour investir, pour commencer à investir, pour avoir une idée générale de comment est-ce que ça se passe. OK? Donc, on va y aller. Tout ça, c'est du blabla pour dire au revoir et tout ça. Donc, on va commencer par cette partie-ci. Alors, il dit ceci. Mon secret comporte 2 parties complémentaires quasi évidentes, la qualité et le long terme. Commençons par le dernier concept. Donc pour lui, le secret pour investir en bourse avec succès, à long terme, on va se dire pour investir en bourse avec succès, il faut se baser premièrement sur la qualité et deuxièmement sur le long terme. OK? Et quand il parle de long terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour réussir en bourse, il faut constater et ne jamais oublier que lorsqu'on achète des actions, on investit dans des entreprises. Quand on achète des actions, on investit dans des entreprises. Très important. Vous n'achetez pas un bout de papier. C'est une entreprise. Et je le mentionnais encore hier dans un commentaire, quand je réagissais à un autre commentaire, à peu près qui nous parlait des 4 facteurs pour réussir, pour investir dans la qualité ou bien pour identifier la qualité. C'est la même chose. On n'achète pas un bout de papier. Une action, c'est une entreprise. Il faut se comporter comme si on était un propriétaire. D'accord? Il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Ce n'est pas un jeu vidéo. Il n'y a vraiment pas de... Même si tu investis $100, c'est pour ça, généralement, quand je vois certaines personnes publier leur portefeuille, qui a un portefeuille peut-être d'une taille de, disons, quelqu'un a peut-être mis 300 € en bourse, il a peut-être, disons, 10 actions. Vous allez toujours voir des gens qui vont se moquer pour dire, ouais, mais avec ce niveau de capital-là, vaut mieux acheter une seule action. Vous voyez ce que je veux dire? La personne en question, déjà, il a commencé. Et deuxièmement, il s'est focalisé sur des entreprises que lui pensait connaître. OK? Donc, c'est déjà une bonne chose s'il a déjà un sentiment d'investissement. D'accord? Donc, le plus important derrière, c'est d'encourager cette personne-là à continuer. Ça vaut même quand vous avez un portefeuille élevé. Ce que je veux dire, c'est que ce soit $100, que ce soit $1000, que ce soit 1 million, excusez-moi, je parle en dollars, je parle souvent en euros, comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas en France, ok? J'ai même jamais mis les pieds en France pour commencer. Donc, que ce soit $100 ou $1000 ou 1000 € ou 1 million d'euros, on doit se comporter de la même façon. C'est pas quand vous aurez un gros portefeuille que vous allez commencer à vous sentir propriétaire, que vous allez agir comme un propriétaire. Et comment est-ce qu'un propriétaire agit? D'accord? C'est ce qu'on va voir ici. Les actions doivent être considérées comme des entreprises et rien d'autre. Comme il faut du temps pour qu'une société réalise son potentiel, il faudra du temps avant de faire vraiment de l'argent. Des années même dans ce cas. Et là, on va s'arrêter quelques minutes. Parce que les gens sont habitués à ce qu'ils ont vu à partir de 2020. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en bourse en 2020. Énormément. Moi, ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Enfin, les marchés financiers, ça fait plus d'une dizaine d'années, mais sérieusement, l'analyse fondamentale, on va se dire que ça fait à peu près 10 ans par là. Commencer par les chiffres, et après, on s'intéresse à la société, à l'entreprise derrière ces chiffres-là, au management, à la concurrence. C'est tout un processus. D'accord? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et j'ai pu remarquer une chose, c'est que la pire chose qui puisse arriver à un débutant, c'est de gagner de l'argent en bourse, directement. C'est la pire chose. Parce que vous ne réfléchissez plus. Vous pensez que c'est comme ça tous les jours. Ça devrait être comme ça tous les jours. OK? Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir raison,
mais le marché peut vous donner tort pendant très longtemps. Je dis bien, vous pouvez avoir raison, mais le marché peut vous donner tort pendant très longtemps. Rappelez-vous, vous avez acheté quoi? Des entreprises et non des actions. Vous avez acheté des entreprises. Et une entreprise, pour qu'elle réalise son plein potentiel, ça peut prendre du temps. Et attention, quand je parle de plein potentiel, une entreprise peut générer des bénéfices stables, au minimum. Se négocier à 10 fois les bénéfices, mais avoir un prix qui fait presque du surplace pendant plusieurs années. Ça arrive. Ça arrive. C'est même très commun pour vous dire la vérité. Et pendant ce temps, au lieu de stresser que ouais, mes actions ne montent pas, etc. Non, ce n'est pas ça que tu dois regarder. Est-ce que le business model est cohérent? Oui. Est-ce qu'on a des opportunités de croissance? Oui. Est-ce que les marges sont stables? Oui. Qu'est-ce que l'entreprise fait avec le capital qu'elle génère présentement? Rembourser la dette, payer un dividende, racheter des actions, faire des acquisitions. Et si elle fait des acquisitions, est-ce qu'elle fait des acquisitions qui sont complémentaires à l'activité qu'elle mène aujourd'hui? Voilà ce qui devrait nous intéresser. Donc, le fait que le prix de l'action ne bouge pas, etc., c'est comme comparer sa performance au marché globalement sur un an, ça ne veut strictement rien dire. Vous devez comparer votre performance au moins sur 3 à 5 ans. Un an, ça ne veut rien dire. Même 3 ans, c'est rien du tout. Vous pouvez avoir tort pendant 3 ans et les 2 dernières années, donc si vous comparez votre performance sur 5 ans, avoir à battre le marché sur une période de 5 ans. Alors que les 3 premières années, vous n'avez presque rien fait du tout. D'accord? C'est pour ça que le processus de sélection est important. Il est même déterminant. Une fois que vous avez sélectionné la crème de la crème, la qualité à bon prix, après maintenant également, vous pouvez sélectionner ici des entreprises juste correctes, mais à bon prix. OK? Juste pondérer la façon, juste mettre... il faut juste gérer la pondération dans ce type d'entreprise-là parce que parfois les gens vont aller investir dans des entreprises cycliques et mettre 10% de leur capital dessus et s'étonner que ça ne bouge pas trop. Non. La pondération est également importante. Donc, une fois que vous avez acheté vos entreprises, tout ce que vous avez à faire pendant tout ce temps, c'est de suivre. Est-ce que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité? Donc, arrêtez de vous comparer au marché sur 1 an ou sur 2 ans. Je ne vous dis pas également ici, ne regardez pas votre portefeuille. Quand l'entreprise présente ses résultats financiers, vérifiez qu'on reste toujours, que l'hypothèse d'investissement de départ que vous aviez quand vous avez choisi d'acheter ces actions-là reste toujours d'actualité. C'est tout. Donc, on va questionner le marché, la croissance, les marges, c'est tout. Et s'il y a des difficultés, posons-nous la question, est-ce que c'est temporaire ou durable? D'accord? Donc, on continue. Penser à long terme, même si ça semble monotone, est la seule façon de se démarquer en tant que petit investisseur. Penser à long terme, même si cela semble monotone, est la seule façon de se démarquer en tant qu'investisseur. Il est très facile de dire que j'investis à long terme. Pour moi, c'est du long terme, long terme, long terme. Personne ne sait réellement c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le long terme. Le long terme, c'est pas une courbe croissante jusqu'à la fin des temps, non. Le long terme, c'est des zigzags, des hauts et des bas. D'accord? Investir en bourse à long terme, c'est survivre déjà à court terme. OK? Donc, lire les rapports financiers tous les jours, enfin, à chaque fois que c'est publié, s'informer sur la compagnie, connaître les entreprises que vous... En tout cas, il faut essayer au maximum de connaître les entreprises que vous avez en portefeuille sur le bout des doigts. Vous ne connaîtrez jamais 100% des entreprises que vous avez en portefeuille ici. Mais voilà, les grandes lignes, savoir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui pourrait impacter négativement ces business-là. C'est ennuyant d'investir à long terme. Hein. C'est ennuyant, vrai. En fait, je dis souvent, si vous avez 3 bonnes ou 4 bonnes idées par an, c'est trop. Parfois, c'est rare même d'acheter une nouvelle entreprise. Les gens veulent acheter de nouvelles entreprises chaque jour. Parfois, vous avez déjà des entités qui sont là, qui performent déjà bien, sur lesquelles vous ne pouvez que rajouter parce qu'elles sont toujours continuellement sous-évaluées. J'ai du Meta, j'ai du Google, j'ai du Amazon. Vous pensez vraiment que j'ai besoin d'acheter une autre entité? Non, pas du tout. Au contraire, parfois, même quand je regarde, je vois plutôt des entreprises cycliques qui sont sous-évaluées aujourd'hui. Plus cycliques que toute autre chose. Mais ces entités-là, je n'ai pas envie de mettre une grosse partie de mon portefeuille dessus. Mais des entreprises qualitatives sous-évaluées, c'est très rare. Très, très rare. Et parce que c'est rare, c'est la raison pour laquelle les gens vont acheter ces business-là à n'importe quel prix.
Penser à long terme, même si ça semble monotone, est la seule façon de se démarquer en tant qu'investisseur. Comme je le disais dans une vidéo il y a très longtemps, investir à long terme, c'est comme dire ici, se mettre au pied d'une montagne et se dire que voilà mon objectif. Vous voulez grimper l'Everest? Vous pointez le sommet de l'Everest? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire entre-temps? Eh bien, il faut commencer à marcher. Vous allez tomber, vous devez vous relever. Vous allez avoir soif, faim. Vous devez gérer cette situation-là. Vous allez stresser. Vous allez vouloir abandonner. Il va falloir gérer la situation. Même quand vous gagnez de l'argent, c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux perdre dès le début. Parce que ça vous force à vous poser les bonnes questions. Et quand je dis vous, je m'inclus à l'intérieur, je m'inclus. D'accord? Vous, c'est moi. D'accord? Parce que quand je fais ça, je me parle à moi-même. D'accord? Sachez-le. Je me parle à moi. Et je partage un tout petit peu ce que j'ai eu à voir comme expérience. OK? C'est à ça que ça ressemble. C'est ennuyant. C'est ennuyant d'acheter les mêmes entreprises chaque année. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si mes entités sont sous-évaluées, pourquoi est-ce que je vais aller essayer d'acheter une entreprise de bras cassés ici juste parce que j'ai envie de faire un coup de circuit assez rapide? Non, non, pas du tout. Si j'achète une entreprise à 10 $, on me la propose et qu'aujourd'hui elle est à 50 $, si je remarque qu'elle est toujours sous-évaluée, et quand je parle de sous-évaluation, je vous ai toujours dit que moi je réfléchis simplement. C'est comme si l'entreprise était une obligation ici et qu'elle avait la capacité ici de générer des bénéfices au moins stables, sinon croissants dans le temps. Quand je l'achète à 10 $ et qu'elle a 1 $ de bénéfice, j'ai un 10% de rendement. Aujourd'hui, on me la propose à 100 $ et qu'elle a 10 $ de bénéfice, j'ai toujours un 10% de rendement. Pourquoi je ne vais pas continuer à acheter? Parce que je l'ai acheté à 10 $ et qu'aujourd'hui c'est 100 $, ça n'a aucun sens. Toujours s'intéresser au business. Vous allez ouvrir une boulangerie demain. Vous pensez que vous n'allez pas étudier la concurrence? Vous n'allez pas étudier le quartier? Vous n'allez pas vous inquiéter du loyer, des coûts des coûts des matières premières, les employés, la qualité du service? Et vous pensez que c'est différent quand on investit sur une entreprise? Je prends souvent l'exemple sur le téléperformance. Quantitativement, c'est intéressant, mais en tant que business en lui-même, ce n'est pas un business sur lequel j'ai envie d'investir à long terme. Parce que c'est de l'exploitation des employés, il faut dire la vérité. C'est leur business. Peut-être même l'intelligence artificielle serait même une bonne chose pour la compagnie. Mais avant tout, leur but est de payer le moins possible les employés pour faire un travail de plus en plus demandant. C'est pour ça que le téléperformance est localisé généralement dans des régions où le salaire moyen est très bas. OK? Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et quand vous payez mal, par rapport au salaire proposé dans cette zone-là, c'est correct. OK? Mais il n'y a pas de possibilité d'avancement. Sachez également qu'il faut vous faites du business avec des êtres humains. OK? Bref, continuons. Et c'est également l'approche la plus rationnelle, donc à savoir investir à long terme, d'accord? Et c'est également l'approche la plus rationnelle. Vous achetez des entreprises et celles-ci se développent au fil des ans, pas en 30 minutes. Oh, j'ai acheté l'entreprise le mois passé, je suis à moins de 10%. Est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre? Pourquoi tu l'as acheté? Quel était ton raisonnement de départ? Quelle était ton hypothèse d'investissement de départ? Et pourquoi aujourd'hui ça ne t'intéresse pas? Ça ne t'intéresse plus 2 ou 3 mois plus tard? Parce qu'elle a baissé de 10%? Ou bien l'entreprise est en train de faire faillite? Ou bien la dette, tu as remarqué que la dette était trop élevée? Ou bien le business model n'est plus cohérent? Le prix de l'action ne veut strictement rien du tout. Le prix est là pour vous servir. C'est tout. Donc, quand je regarde le price action ici, ce n'est pas pour regarder les courbes qui montent ou bien le momentum. Non, en fait, en réalité, parfois, je m'en fous même du momentum, pour dire la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est le momentum des bénéfices, en réalité. Il faut au moins que ces bénéfices-là soient stables, sinon croissants. Et si je remarque que le prix proposé ici aujourd'hui est inférieur à la moyenne des bénéfices nets moyens sur les dernières années, avec un niveau de multiple raisonnable, je l'achète et je reste tranquille. OK? Parler d'investir à long terme dans notre monde actuel est un peu l'équivalent de prêcher l'abstinence dans un bordel. Ah, j'adore cette phrase. Parler d'investir à long terme dans notre monde actuel, c'est un peu l'équivalent de prêcher l'abstinence dans un bordel. Les cryptos encore sont venus les cryptos mettent en valeur même ce commentaire, cette réflexion-là. Parce qu'aujourd'hui, boum, moins 20%, oh, plus 50, plus 40, plus 10, les gens pensent que c'est normal. C'est pas normal. Plus 5% en une journée sur une entreprise, c'est pas normal. Les entreprises qui ont du succès à long terme, vous allez voir que parfois,
on va peut-être prendre 5% chaque 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Globalement, pas 5% par jour et non 1% par jour. Je me rappelle quand j'ai commencé à investir, j'ai commencé par le trading, comme tout le monde. Enfin, moi j'ai commencé par le trading. Hein. Donc, tout ce qui concerne ici l'analyse technique, etc., j'ai tout fait. Tout! Parce que je dis souvent que les gens comme les Nicolas Chéron, ils sont là depuis la nuit des temps. Les Tammy Kaba, je suivais religieusement. Aujourd'hui, dès que je regarde une vidéo et que je vois quelqu'un tracer une courbe, je change littéralement. Il ne va rien m'apprendre. La courbe monte comme ça, si ça descend ici, on va peut-être pouvoir acheter ces casses. On s'en fout. On s'en fout. Ce qu'on veut savoir ici, c'est que pourquoi est-ce qu'elle génère des bénéfices actuels? Est-ce que ça va continuer? Si oui, tu te bases sur quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un vieillissement de la population? Est-ce que c'est un driver ici à long terme? C'est ça qui intéresse les gens. Quand vous allez acheter votre maison, vous posez les bonnes questions, n'est-ce pas? Quand vous allez ouvrir, vous allez monter une affaire, vous posez les bonnes questions, n'est-ce pas? Ce n'est pas différent en bourse. Et quand vous démarrez une entité, un business, vous savez que les premiers mois vont être difficiles. Pourquoi en bourse vous voulez faire du 10% aujourd'hui? Parfois, moi, je vois des gens, quand ils font 10% en un an, ils disent « Oh, c'est nul. » 10%? Ben, moi, je me souviens à une époque, je voulais faire 10% par semaine. Ah là là, mon Dieu. Alors, bien des gens n'ont aucune idée de ce que signifie l'investissement à long terme. Ah oui, je dirais même, vous ne savez même pas, on ne sait vraiment pas ce que ça veut dire avant de commencer. Il faut donc des exemples. En voici un percutant. Déjà, prenez ceci. Quincaillerie Richelieu, c'est un peu comme Home Depot, mais canadien. D'accord? Très belle entreprise. Maintenant, il va nous raconter son investissement dans Quincaillerie Richelieu. Pourquoi est-ce qu'il a investi dans cette compagnie-là? On y va. Dans mes conférences, j'ai souvent parlé de Berkshire Hathaway. La société de Warren Buffett, attention, c'est $140 ici parce que l'article a été écrit en 2015. Donc, la société de Warren Buffett a juste titre, car sa performance à long terme a été extraordinaire. Mais il y a des bons exemples plus près de nous, comme celui de Quincaillerie Richelieu. Cette entreprise québécoise est active dans l'importation, la distribution et la fabrication de quincailleries spécialisées. Ancrée en bourse en 1993, l'entreprise montréalaise a vraiment attiré mon attention en 1996, lorsque la direction a racheté 20% de ses actions. Donc en 1996, la direction a racheté 20% de ses actions. Extraordinaire. Je suis allé à l'Assemblée annuelle et j'ai rencontré son président Richard Lord qui m'a impressionné. J'ai donc acheté des actions et j'ai oublié que j'étais actionnaire, il a dit pas tout à fait, mais presque. Donc c'est ici qu'il a acheté. Il n'en a pas rajouté, mais il a continué à suivre le titre. OK? Lorsque j'ai acheté des actions, Richelieu avait des revenus de 91 millions de dollars et réalisait un bénéfice de 4,6 millions de dollars. Donc, vous allez voir ici, on a à peu près quoi? Du 5% par là. La société avait une valeur boursière de 50 millions. Donc, on est à peu près à un PER ici de quelque chose comme 10 à 11 fois les bénéfices. Je rappelle que ce genre d'entreprise, c'est une quinzaine de fois les bénéfices minimum. OK? Donc là, vous l'achetez à 11 fois les bénéfices. Certes, la taille également joue, mais on reste sur une compagnie qui est en croissance. Et je pense qu'en 1996, il y avait déjà une certaine croissance. Et la croissance ici, vous allez regarder la taille du marché. OK? Pour à peu près vous donner une idée générale d'où est-ce qu'on pourrait se retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. OK? Regardez maintenant où l'entreprise, au terme de son récent exercice, en 2014, attention, aujourd'hui, c'est 2 fois plus élevé que ça. Donc, en 10 ans, elle a presque doublé ou triplé en termes de chiffre d'affaires. Donc, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 646 millions de dollars, un bénéfice net de près de 53 millions de dollars et Richelieu jouit maintenant d'une valeur boursière dépassant le milliard de dollars. Il y a maintenant 19 ans que je suis actionnaire. Et ça a été un bon placement. En ajustant celui-ci pour tenir compte des 2 fractionnements d'actions, j'ai payé 1,75 $ par action. Donc, ça y est, il y a eu des splits entre-temps. En 2014, Richelieu a réalisé un bénéfice par action de 2,63 $, pleinement dilué, supérieur à mon prix d'achat. Donc, juste le bénéfice net que l'entreprise réalisait par action était déjà supérieur au prix d'achat que lui, il avait eu. Extraordinaire.
Le titre se vend environ à 63 $, ce qui signifie que j'ai fait 36 fois mon argent. Actuellement, n'essayez pas de... Il y a eu des splits encore entre-temps après cet article-ci. Donc, vous n'allez pas... Pour retrouver le véritable prix moyen ici de cette personne, il va falloir encore que vous ajustiez cette somme-là. OK, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, à peu près, c'est... Enfin, ce n'est pas le but ici de sa réflexion. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que... comment est-ce qu'il s'est comporté pour préserver ou bien garder en portefeuille cette compagnie qu'on appelle Richelieu. Quincaillerie Richelieu, d'accord? Richelieu ou bien Richelieu, c'est comme vous voulez, paie actuellement un dividende de 0,15 $ par action par trimestre, chaque trimestre. Par rapport à mon prix d'achat, cela donne un rendement en dividende de 34%. Et rappelez-vous, 2,63 $ par action, c'est un niveau plus élevé que ce qu'il a dépensé pour acheter cette compagnie-là. OK? Donc, son rendement sur coût est de plus de 100%. Si l'entreprise lui reverse la totalité des bénéfices nets en dividende en date d'aujourd'hui, il aura un rendement de plus de 100%. Donc, lui, il est tout à fait normal que quand on paie un dividende de 0,15, qu'il ait un rendement de 34%. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on distribue un dividende de log ici de 1%, de 1 $, etc. Donc, juste en dividende, il a presque 100% de ce qu'il a acheté. Il reçoit à peu près le 100%, enfin, par rapport à son prix moyen, hein, 100% en termes de rendement, peut-être même bien plus que ça, aujourd'hui. Donc, voilà un exemple concret de la puissance du long terme. Attention, il n'est pas resté investi sur cette compagnie sans des preuves que la compagnie se comportait bien quantitativement et qualitativement. Il a continué à faire le suivi. Chaque année, on avait des bénéfices nets de plus en plus stables. Et quand on n'avait pas de bons résultats, l'entreprise avait peut-être une bonne raison derrière. Le management était peut-être également, on disait quincaillerie, enfin je mets Richelieu, c'est Richelieu Hardware, voilà. L'entreprise revenait peut-être auprès de ses investisseurs pour leur expliquer la raison derrière cette mauvaise performance. OK? Et comme vous pouvez le voir jusqu'aujourd'hui, Quincaillerie Richelieu se porte très bien. Et attention, bon, sur ce genre de business-là, prêtez attention au free cash flow. Il y a toujours une variation avec les PER. C'est pour ça que moi, j'aurais du mal à payer plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. OK? Elle n'est pas encore d'avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés. Si vous remettez les choses dans leur contexte, vous allez vous rendre compte que pendant la pandémie, il y avait quelque chose d'exceptionnel ici. On revient sur notre article. Alors, maintenant, il nous parle de la qualité. D'accord? J'ai écrit énormément au sujet de la qualité. J'en ai fait mon concept de base dans mon premier livre sur la bourse intitulé « Investir à la bourse et s'enrichir » que je recommande vivement. Ce que j'y ai décrit est toujours aussi vrai. Toutefois, ma vision de la qualité en 2015 est encore beaucoup plus intimement liée au concept d'investissement à long terme. Donc, il se rend compte aujourd'hui que la qualité est déterminante quand on veut investir à long terme. C'est déterminant. Sans qualité, si vos actions ne sont pas de qualité ou bien ne demeurent pas de qualité, il faut vous en départir. Et la qualité est à la fois quantitative et, je dirais, enfin, je l'ai dit, la qualité est à la fois quantitative et qualitative. Non, bon, qualitative, c'est... Je pense qu'on a expliqué ce concept-là sur la vidéo concernant les 4 facteurs. Donc, le qualitatif, en fait, c'est déterminer ici quel est l'avantage concurrentiel de l'entité. Déterminer le type d'avantage qu'elle a ici. Est-ce que c'est actif intangible, coût de communication, effet de réseau, etc. D'accord? Donc, et comment est-ce qu'elle arrive, comment est-ce qu'elle arrive à monétiser, je dis bien, cet avantage concurrentiel-là? Parce que le fait d'avoir ici, de détenir ici, par exemple, ces bâtiments n'est pas un réel avantage concurrentiel. C'est certain élément ici pour pouvoir peut-être s'autofinancer. Si on veut booster ici, si on veut faire un investissement, si on veut racheter une entité ici, on peut lever du capital plus facilement parce qu'on détient des biens immobiliers. OK? Mais par exemple, avoir un process qui nous est propre ici, par rapport à la fabrication d'un produit, un process que les autres n'ont pas, d'accord, qui nous permet de produire un élément qui est peut-être générique, mais à des coûts plus bas, est peut-être un avantage concurrentiel. Je parlais dernièrement ici lors de la vidéo concernant Technoglass. L'avantage concurrentiel de Technoglass, c'est qu'elle produit en Colombie. Elle est près ici des unités elle est près de la matière première et la main-d'œuvre coûte cher. Et en supplément de ça, vous avez également ici, elle produit en monnaie colombienne et vend en dollars américains. Son marché final est aux États-Unis.
Donc, les concurrents qui sont aux États-Unis auront du mal à concurrencer sur les prix Technoglass. Avec difficile. Très, très difficile. Mais c'est un avantage concurrentiel qui, selon moi, n'est pas durable. Et c'est la raison derrière le succès de Technoglass. Hormis le fait que, voilà, c'est un secteur qui est cyclique, etc. Mais Technoglass a encore des opportunités de croissance derrière. On en a parlé lors de la note d'analyse. Et vous pouvez aller revoir la vidéo en question. Pourtant, j'ai fait une vidéo quantitative sur Technoglass. On n'apprend pas grand-chose sur les vidéos quantitatives. On s'en fout du quantitatif, en réalité. Le qualitatif prime sur le quantitatif. C'est comprendre la vie derrière les chiffres qui nous intéressent. Pas pour rien que je perds mon temps à faire des analyses, des notes d'analyse. Ici, quand je dis perdre mon temps, je ne perds pas mon temps. J'aime ça parce que moi, ça me permet ici de renforcer mes conditions. Ça me permet ici de monter en compétences également. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Qu'il y ait 2 vues, 3 vues, 1 vue, on s'en fout. On ne fait pas des vidéos pour les vues. Celui que ça intéresse n'a qu'à regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos où on vous parle de la même entreprise matin, midi, soir, sans toutefois ajouter quoi que ce soit de nouveau. Donc, on continue. Ce que j'ai décrit tout reste toutefois vrai. Donc, on a terminé cette partie-ci. Donc, on sait que la qualité est intimement liée au concept ici d'investissement à long terme. Avant de vous en parler, résumons les principales caractéristiques d'une société de qualité. Les critères quantitatifs sont assez simples. Je veux investir dans des entreprises qui accroissent leurs revenus et leurs bénéfices année après année et qui ont le potentiel de maintenir cette croissance à long terme, cette croissance longtemps. Également, je cherche des sociétés rentables, c'est-à-dire dont chaque dollar de revenu procure le plus de bénéfices possible et représente le meilleur rendement possible du capital investi. Enfin, je privilégie les entreprises qui ont des bilans immaculés. Il n'y a rien de nouveau ici par rapport à tout ce que je vous raconte depuis. OK? Tout le monde dit la même chose. Si 100 personnes vous disent la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant dessus. OK? Les aspects qualitatifs. Une entreprise est composée d'êtres humains. Et c'est pour cela qu'on ne pourra jamais les décrire tout à fait grâce aux chiffres. D'accord? Ne vous basez pas uniquement sur les chiffres. D'accord? Quand on investit, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse quantitative plus l'analyse qualitative. Les deux, quand on joint les deux, ça donne ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? La répétition et encore la répétition. Donc, on ne va pas se limiter sur un chiffre. Oui, mais les bénéfices nets, ouais, pourquoi? Pourquoi ils sont à ce niveau? Qu'est-ce qui te fait penser que ça va rester à ce niveau pour les années à venir? Ah, la croissance, vieillissement de la population, ok, parfait. Les concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on fixe les prix? Pourquoi est-ce qu'on nous choisit plutôt qu'un concurrent? Est-ce que tu as un avis du business du point de vue consommateur? Ou bien tu as un avis du business du point de vue dirigeant? Parce qu'il faut souvent se placer également à la place du consommateur. Pourquoi est-ce qu'il sélectionne, il préfère ces produits-là? Et faites attention justement à ne pas mêler vos goûts personnels parce que parfois vous pouvez aimer un business, une marque, alors que niveau rentabilité, c'est pas trop ça. OK? Donc, on continue ici. Une entreprise est composée d'êtres humains et c'est pour cela qu'on ne pourra jamais les décrire tout à fait grâce aux chiffres. Ainsi, du côté qualitatif, les deux principaux éléments à étudier sont les avantages concurrentiels de l'entreprise et ses dirigeants. Il faut se demander jusqu'à quel point la société étudiée est à l'épreuve de la concurrence. En outre, je cherche des dirigeants compétents, ambitieux et intègres. La dernière qualité est essentielle. Sans l'intégrité, vraiment, la compétence et l'ambition ne servent à rien du tout. L'intégrité, c'est important dans tout. Tout ce que nous avons dans nos vies, c'est essentiellement la réputation. On bâtit une réputation sur le temps, mais il suffit d'une seule erreur pour que cette réputation-là disparaisse, littéralement. Et une fois que vous avez perdu votre réputation ici, c'est fini. Une fois que votre réputation est entachée, c'est terminé. Cette marque noire-là restera sur vous. Bon, après, également, il y a des gens qui ne sont pas intègres, qui ont fait beaucoup d'argent, ils s'en foutent. Mais il y a des gens pour qui l'intégrité compte. Moi, l'intégrité, c'est important. C'est très important. Au-delà, au-dessus de tout, l'intégrité, c'est déterminant même. Je peux faire avoir $0, mais rester intègre. La parole, ça a encore de la valeur. Enfin. La dernière qualité est essentielle.
Mais je l'admets, elle est difficile à déterminer de façon objective. Ça, c'est vrai. Comment est-ce que vous allez déterminer l'intégrité? Il faut soit parler avec la personne parfois, mais voilà, on va se dire que ce sont tous des vendeurs. OK? Donc, ils savent séduire. Ils sont avant tout là pour vendre leur entreprise. Donc, c'est très subjectif. Mais après également, une fois que vous avez déjà été à côté d'un gestionnaire intègre, vous commencez, il y a certains éléments que vous commencez enfin, il y a certains éléments qui ressortent. D'accord? Mais ce n'est pas, c'est pas très facile à appréhender. On va souvent se dire ici que c'est la raison pour laquelle on s'adosse sur les chiffres, histoire de voir si... Voilà, on s'adosse sur les chiffres et également sur le passif de la personne. Donc, en résumé, mon objectif est de cibler des entreprises exceptionnelles à tous les échelons pour bâtir un portefeuille d'une vingtaine de titres dans le but de les conserver le plus longtemps possible. Si je paie un prix raisonnable et que je choisis de bonnes sociétés, je devrais réaliser de bons rendements. Un prix raisonnable. Raisonnable. Imaginez qu'on vous donne imaginez qu'on vous permet d'investir uniquement dans 20 entreprises pour toute votre vie. Donc, quand je sélectionne cette entité-là, je ne pourrai plus la revendre. Je ne pourrai que continuer à la racheter. Si on vous donnait cette opportunité, si on vous donnait cette condition-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sauteraient dans vos portefeuilles respectifs. C'est comme ça que vous devez vous comporter quand vous essayez d'acheter une entité. Moi, je suis bien content quand je vois des gens acheter du Air Liquide. Ça ne me dérange pas, même si je considère que le prix est inintéressant. Bah, ce n'est pas pire qu'une autre entité, hein, mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Je parle de Air Liquide, je peux parler d'une autre entité. Je peux parler de Microsoft. C'est déjà une bonne chose. Microsoft même croit que le prix n'est pas si élevé que ça. Enfin, dépendamment parce qu'avec les nouvelles opportunités de croissance que nous avons présentement. Donc, alors, maintenant, il va parler des préjugés concernant le prix. D'accord? Donc, difficile de déterminer de façon objective. Donc, on a parlé ici, en résumé, des objectifs et de cibler les entreprises exceptionnelles à tous les échelons pour bâtir un portefeuille d'une vingtaine d'entreprises et les sélectionner à bon prix. Bref, les préjugés concernant le prix. J'ai commencé à investir en cherchant les aubaines, soit les titres déprimés qui se vendent à des ratios coût-bénéfice peu élevés. Plus tard, j'ai évolué vers ce qu'on pourrait appeler la recherche de titres de croissance à prix raisonnable. Donc, à peu près, il a évolué vers ce qu'on appelle le GARP, Grow at Reasonable Price. Enfin, excusez-moi pour mon anglais. Donc, acheter des entreprises de croissance à des prix qui n'impliquent pas la croissance. On va le dire comme ça. Aujourd'hui, je vous dirais que ma plus grande erreur reste ma réticence à payer le prix pour la qualité lorsque celle-ci est évidente. Ouais. Ferrari, c'est évident qu'il y a de la qualité, mais j'ai refusé de payer un prix qui était juste. Je voulais un prix bien moins élevé que ça. C'est comme la vidéo que j'ai fait hier sur MSCI. MSCI est une très belle entreprise, c'est un excellent business. Le prix actuel est bien, il n'est pas exceptionnel, il est juste correct. Normalement, pour une entreprise qualitative, c'est le seuil déclencheur. C'est le niveau qui devrait commencer à nous intéresser. Maintenant, tout va se jouer au niveau de la pondération. Si MSCI mérite 5% de mon portefeuille, aujourd'hui, comme première position, je ne mettrai 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Je mettrai 1%. Si le prix va plus bas que ça, pourquoi pas? Et je ne vous demande pas d'aller acheter MSCI. Hein. D'accord? Donc, on continue. Par exemple, vous avez d'autres entités qui ne sont peut-être pas, voilà, pas très connues, mais qui sont également exceptionnelles. Ceux de ce côté-là, je vais avoir tendance à racheter tranquillement tous les mois et à prier que ça reste à ces niveaux-là le plus longtemps possible. Je parle toujours de Midley Buy Corporation. Toujours. Quand investir dans la restauration, bah, je préfère investir chez les gens qui vendent des produits directement à ces entités-là. Ça, c'est une excellente entreprise. On continue. Donc, il préfère acheter des prix, son plus gros défaut, c'est de vouloir des prix plus bas sur des entreprises qualitatives. Et on le comprend, on est tous comme ça. D'accord? C'est une idée cruciale qui s'intègre puissamment à l'approche du placement à long terme. Pour établir le lien, je dois faire un détour en vous expliquant un aspect négligé. Il s'agit de cette qualité rare qu'ont certains dirigeants à gérer le capital et à bien l'investir. C'est bien mentionné rare. C'est une qualité rare.
Un exemple simple me servira à illustrer ce concept. Supposons une société A qui enregistre des bénéfices d'1 million de dollars et qui verse tout cet argent à ses actionnaires chaque année. Combien serez-vous prêt à payer pour une telle entreprise? Donc, 1 million de dollars de bénéfices et qui verse la totalité de ces bénéfices-là en dividendes. Combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour cette entreprise? 10 millions, 50 millions, 100 millions? Si vous répondez et que je suis votre professeur, je vous fais échouer sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'il vous manque au moins une information pour répondre intelligemment. En effet, vous pouvez difficilement évaluer cette entreprise sans savoir combien de capital y est investi pour générer ses bénéfices. Et là, le concept ici de capital, on ne le prend jamais en considération. Enfin, très rarement. D'accord? Bon, c'est normal dans vos processus d'évolution, d'apprentissage. Vous allez avoir tendance à l'intégrer de plus en plus. J'essaie par rapport à toutes mes vidéos maintenant de l'intégrer. D'accord? Vous allez voir ici que la plupart des vidéos qu'on faisait, c'est doucement, doucement, petit à petit, on ramène de nouveaux éléments. On a commencé analyse quantitative simple. D'accord? Après, on a commencé avec les notes d'analyse. Ensuite, les analyses sectorielles. Ensuite, on fait l'analyse sectorielle, l'analyse quantitative et une note d'analyse. Et vous remarquez qu'il y a des entreprises qui sont surévaluées, qui sont dans des secteurs d'activité, qui sont peut-être en pleine croissance en date d'aujourd'hui. Et on remarque que ces entreprises-là s'échangent à des niveaux de prix qui sont peut-être qu'on considère élevés. Mais pourtant, quand on regarde ici la taille du marché, etc., au niveau de l'analyse, de la note d'analyse, on se rend compte, enfin, l'analyse fondamentale que je fais, je partage que dans la note d'analyse, on se rend compte que, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici. Là où on ne voulait pas payer 35 fois les bénéfices, comme suffisait au Mastercard, je suis prêt à payer ces niveaux de prix-là tous les jours. Je dis bien, je répète, Visa, Mastercard, ces niveaux de prix, je les paye tous les jours. Pour ces deux entreprises précisément. Je ne vous encourage pas à aller le faire. Lisez vos rapports financiers. Je vous ai partagé toute une note d'analyse sur les deux entreprises il y a quelque temps. Allez fouiller. Parce que je n'ai pas le temps d'aller retourner dans les machines. Tapez Visa ou Mastercard, vous allez trouver la vidéo. D'accord? Donc, il dit, vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous n'intégrez pas le concept de capital investi. Si elle réalise son million avec seulement 1 million de capital, elle vaut bien plus que celle qui a besoin de 100 millions de capital. Donc, une entreprise qui réalise 1 million de dollars de bénéfices avec 1 million de dollars de capital investi aura bien plus de valeur qu'une entreprise qui réalise 1 million de dollars de bénéfices avec 100 millions de capital investi. Ça, c'est vrai. Clairement. Avec mon million de bénéfices et mon million investi, j'ai un rendement des capitaux de 100%. Avec mon million de bénéfices et mon 100 millions ici de capital, j'ai un rendement de 1%. Même au niveau des multiples, ça va se voir. C'est pour ça, parfois, quand on fait une analyse et qu'on veut faire qu'on veut souvent faire l'analyse comparative avec les multiples, faites attention au niveau de marge. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un même secteur d'activité. Par exemple, prenez le secteur ici de la grande distribution. La plupart ici, le price to sale généralement est aux alentours de 1, en dessous de 1 ou bien de 0,5. Mais il y a des entreprises, mais ce qu'on vous dit, parce que le price to sale est affecté littéralement par les marges. Une entreprise dans le même secteur d'activité qui a des marges plus élevées aura toujours un price to sale plus élevé que son concurrent. Donc, il faut toujours connaître la raison de qu'est-ce qui pourrait affecter négativement ici l'analyse comparative. Ce n'est pas parce qu'une entreprise s'échange à 30 fois les bénéfices, dans un secteur d'activité s'échange en moyenne à 30 fois les bénéfices, qu'il faut à peu près répercuter le même multiple de valuation sur mon entreprise présentement, qui a peut-être ici des problèmes plus élevés que la moyenne des entreprises dans ce secteur d'activité-là. Attention. C'est pour ça que l'analyse quantitative doit toujours être couplée avec une analyse qualitative. Le quantitatif, c'est juste la présentation des chiffres. Pour faire parler ces chiffres-là, il faut lire les rapports financiers. Il faut avoir une certaine connaissance ici du secteur d'activité. Maintenant, rappelez-vous que la société en question verse tous ses dividendes à ses actionnaires. Que pensez-vous de la société qui verse son million de profit réalisé avec seulement 1 million de capital? Elle enregistre un rendement de 100% sur son capital. Excellent, n'est-ce pas? Il me semble que si elle est capable d'obtenir un tel rendement, il serait préférable qu'elle conserve tous ses bénéfices pour enrichir ses actionnaires à long terme. C'est ici que le facteur le plus important du placement entre en jeu. En effet, la différence entre une société extraordinaire et les autres, c'est le potentiel de réinvestissement des bénéfices à long terme à des taux de rendement élevés.
Donc, une entreprise ici qui a disons, un ROIC de plus en plus élevé dans le temps pourrait être de plus en plus pourrait être intéressant. C'est rare. Déjà, la stabilité, c'est intéressant. Au moins, avoir le même niveau de rentabilité. Continuer à croire et avoir au moins le même niveau de rentabilité, c'est déjà une bonne chose. Mais si vous arrivez encore au-dessus de cela, en plus d'avoir un niveau de rentabilité adéquat, vous permettez encore de faire croire que ce niveau de rentabilité des capitaux investis là, c'est magnifique. Très peu d'entreprises, je ne sais même pas si dans ce monde, ils sont une centaine. C'est très rare. Très, très rare. Et quand c'est très, très rare, c'est généralement, en moyenne, c'est toujours surévalué. On les trouve toujours surévalués. La seule raison pour laquelle on peut les acheter, c'est parce c'est par rapport à la taille du marché. Dès qu'on va se rendre compte que même avec un revenu, même à la capitalisation actuelle, l'entreprise pourrait continuer à croître de moins de 10% sur les années à venir. C'est très rare. Donc, et pour cela, vous avez besoin d'une société qui évolue dans un secteur au potentiel de croissance illimité et aussi des dirigeants capables de gérer étroitement le capital généré. Par rapport à ce que je vous ai mentionné hier, vous remarquez ici que l'article, c'est la même chose. C'est la même chose. Tous disent la même chose. Prenons l'exemple de Berkshire Hathaway. Il n'y a pas de meilleur exemple de mise en œuvre de cette idée que Berkshire Hathaway. Lorsque Warren Buffett a pris le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965, le titre se vendait à $19. Aujourd'hui, on s'entend que pour dire que le titre maintenant... aujourd'hui, on s'entend pour dire que le titre maintenant est maintenant à un niveau à plus de $200 $200 000 l'action, bien plus que ça aujourd'hui. Et ça, je parle pour je pense que c'est la classe A, si je ne me trompe pas, ou la classe B. Bref, celle qui a le droit de vote, c'est celle-là, ok? Donc, ça a été on s'entend pour dire que ça a été un placement prodigieux. D'accord? Warren Buffett n'a jamais distribué de dividendes. Il a toujours acheté des actions quand il considérait que le prix de l'entreprise était à un niveau très peu élevé. Et pour identifier ici la performance de Berkshire Hathaway, généralement, ce n'est pas le prix de l'action qu'il faut regarder, c'est l'évolution ici du book value. Parce que tout l'argent qu'il gagne est réinvesti dans le business. L'évolution du book value par action. Donc, pour savoir s'il a battu le S&P 500 ou je ne sais pas quoi, regardez l'évolution du book value. D'accord? C'est parce que le prix de l'action prendra soin de lui-même tôt ou tard. Et le prix, ça dépend de vous, moi. Donc, je vois également qu'il pourrait se permettre de racheter les actions s'il considère que l'entreprise est sous-évaluée. S'il se permet de ne pas le faire, c'est sa discrétion. Mais dans tous les cas de figure, on lui fait confiance pour le moment aveuglement parce qu'il a prouvé dans le temps qu'il était capable de bien allouer le capital. Mieux que nous, en tout cas. Faire 10 000 fois son argent en 49 ans, soit 20% annuel composé, est hors du commun. Hors du commun. Le titre de Berkshire, et je vous rappelle une chose, même quand vous faites même du 12% annualisé sur cette période-là, vous êtes exceptionnellement bon. Exceptionnellement bon. Je dis bien exceptionnellement bon. D'accord? Et alors, faire du 20% sur cette longue période de temps, ça va être compliqué. D'accord? Quand je dis ça va être compliqué, alors ça, c'est clairement prodigieux. Et on s'entend que ça, c'est Warren Buffett. Mais il y a d'autres qui font mieux que ça. Warren Buffett est juste celui qui communique le mieux par rapport à cette stratégie. Encore, il communique avec beaucoup de bon sens. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont extrêmement performants que vous ne connaissez juste pas. Ou bien qui ne veulent pas se faire connaître. OK? Donc, on continue. Le titre Berkshire Hathaway en 1965 était une aubaine. C'est-à-dire, sous sa valeur comptable et à moins de 10 fois les bénéfices. S'échangeait en dessous du book value et à moins de 10 fois les bénéfices. Lorsque la société en faisait. D'accord? Et je rappelle que c'était un fabricant de textiles à l'époque. L'entreprise était un fabricant à coût élevé dans une industrie, le textile en déclin. Sous cet angle, son avenir était peu réluisant dans le meilleur des scénarios. Le seul objectif alors d'acheter le titre était de le revendre un peu plus tard à un meilleur prix, un peu comme un cigar butt. La stratégie qui est décrite ici dans l'investisseur intelligent. D'accord? En tout cas, au début. Mais quoique l'investisseur intelligent, c'est bien plus profond que ça. Sur la forme, vous pouvez avoir des choses à dire, mais sur le fond qui est intéressant. À moins d'avoir
à sa tête un dirigeant comme Warren Buffett, ce dernier a pris le contrôle et a vite compris que les activités traditionnelles de Berkshire n'avaient aucun avenir. Il a donc pris l'argent généré par celle-ci et l'a réinvesti ailleurs, entre autres dans les activités d'assurance. Il n'a jamais cessé de faire cela année après année en cherchant les endroits les plus payants pour investir son capital. Le reste est de l'histoire. Une histoire fantastique et pratiquement sans égale dans le monde des affaires. On pourrait en parler longtemps, mais le point capital, selon moi, est que Berkshire Hathaway sans Warren Buffett en 1965 était un placement horrible. En fait, même 19 $ au US sous sa valeur comptable, il était probablement surévalué. Tandis qu'avec M. Buffett, c'était un placement glorieux, presque sans égard au prix. Pourquoi est-ce qu'il dit que 19 $ c'était un placement horrible? Tout simplement parce que le textile était une industrie en train de mourir, en déclin aux États-Unis. Parce que c'est un business à capital intensif sur lequel on n'a pas réellement un avantage concurrentiel. Or, quand la Chine, en Asie, le coût du capital est très peu élevé. Pour l'achat des mêmes machines, avec la globalisation, je peux être compétitif aux États-Unis. Donc, ça sert à quoi de produire aux États-Unis? La seule raison pour laquelle vous allez continuer à produire aux États-Unis, c'est si vous augmentez vos prix. Donc, vous devez monter en gamme. Et ça peut fonctionner comme pas du tout. Donc, en effet, même si vous aviez payé 10 fois plus, soit 190 $ l'action en 1965, vous auriez 50 ans plus tard un placement avec un rendement annuel composé de 15%. On parle ici d'une performance exceptionnelle. C'est facile de le dire après coup, hein. On s'entend. C'est vraiment facile. Très peu de personnes reconnaissaient à cette époque-là que Warren Buffett était un bon dirigeant. On s'entend. Donc c'est très facile de le dire après coup. Mais attention, c'est pour ça que l'histoire est importante. Quelles sont les caractéristiques d'un bon dirigeant? Et rappelez-vous, ils ont tous les mêmes caractéristiques, généralement. Toujours une vision à long terme, certes, investissent massivement dans leur propre entreprise et disent les choses de manière simple et posée. Ils n'ont pas de la réticence à communiquer. Moi, en tout cas, ce sont les qualités que j'ai pu remarquer d'un bon dirigeant. Donc, on parle ici d'une performance exceptionnelle, comme je le mentionnais, ce qui me fait dire que quand vous tombez sur ce genre de dirigeant exceptionnel, le prix payé est secondaire. C'est un peu comme avec Constellation Software. C'est un excellent business. Oui, le multiple est élevé. Attention, la taille du marché également l'est. Et là, c'est un marché en pleine consolidation. La consolidation peut durer des années et des années. Et Constellation Software paraît toujours surévalué. Et le dirigeant de Constellation Software, franchement, si vous le voyez, tapez juste Constellation Software PDG. Vous allez voir à quoi il ressemble. Si on vous dit que c'est un peu, vous allez refuser. Bon, en Amérique du Nord, on s'en fout de l'image. La tête ne veut rien dire. C'est ce que vous avez à l'intérieur qui est intéressant. Il ressemble à un motard, littéralement. Vous allez le confondre ici. Voilà. Voilà. Allez-y voir. Il a une tête de... Je ne dirais pas qu'il a une tête de mauvais garçon, mais bon, je vous laisse aller découvrir. Même au prix actuel, cette compagnie est sous-évaluée. Faisons un exemple simple. C'est une entreprise qui peut faire croire que son bénéfice net de 20% année après année. Et je dis 20% tout simplement parce que c'est une entreprise, lorsque vous regardez la taille du marché, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? Donnez-moi juste, bref, lorsque vous regardez la taille du marché, vous avez du mal à croire que cette performance-là ne va pas continuer. D'accord? Lorsque vous regardez la taille du marché. Donc, si on se base sur cette taille du marché et qu'on achète cette compagnie à 25 fois, et qu'est-ce qui change à 25? Parce que c'est du software. 25 fois les bénéfices, on peut faire du 14% en moyenne. Et regardez la taille du marché. Donc, cette compagnie qui paraît surévaluée en date d'aujourd'hui, qui se négocie à 33 fois les bénéfices des 12 derniers mois, pourrait être en réalité très sous-évaluée. Malheureusement. D'accord? Donc, quand vous questionnez les PER ou je ne sais pas quoi, dites-vous, posez-vous toute la question de savoir... Enfin, c'est vrai que quand on inclut la croissance, on veut on a tendance ici à porter des lunettes roses. D'accord? Donc, il faut regarder d'où va provenir cette croissance-là. Est-ce que l'entreprise a un passif ici est-ce qu'elle a, par rapport, parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, est-ce que quand elle intègre ces entreprises-là, elle a tendance ici à maintenir au moins ses marges? Donc, on veut un bon allocateur de capital. Donc, Constellation Software, pour moi, c'est uniquement grâce à ce dirigeant-là que je peux payer un multiple aussi élevé. Même au prix actuel. OK?
OK? Et je vous encourage pas à aller acheter l'entité. Hein. Faites ce que vous voulez. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on mentionnait ici? Donc, ce qui me fait dire que quand vous tombez sur ce genre d'entreprise, d'accord, avec un dirigeant exceptionnel, le prix payé est secondaire. C'est pourquoi je considère que mon travail est de tenter de déterminer ces dirigeants extraordinaires, car le reste est bien moins important. Donc, mon travail est de tenter de déterminer si le dirigeant est exceptionnel. Donc, mon travail est de spotter les dirigeants exceptionnels, de rechercher les dirigeants exceptionnels. Le dernier point est décisif. Il n'est pas suffisant de cerner une société exceptionnelle dirigée par un dirigeant supérieur. Il faut, pour en profiter au maximum, rester avec lui longtemps. Donc, c'est bien de trouver une entreprise extraordinaire, dirigée par un dirigeant extraordinaire, mais il faut également donner le temps au temps. Par exemple, si j'investis dans CSU, l'âge du PDG va un peu me stresser. Et donc, je vais commencer à voir si on commence à placer si le commandant en second, si on peut le dire, est aussi compétent que le PDG. Si on a, bien sûr. En effet, mettez-vous dans la peau de l'investisseur qui a acheté des actions de Berkshire Hathaway à 20 $ et qui a vendu à 40 $, tout fier d'avoir doublé son argent. En 2014, il a laissé 200 000 $ par action sur la table. Damn! Ça fait mal. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois d'ailleurs. Se concentrer sur ce qui est important. La principale conséquence pratique de mon secret pour réussir en bourse, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de la bourse. Ah, je suis bien d'accord. Vous n'investissez pas à la bourse au sens large. Du moins, si vous avez compris mon secret. Vous investissez dans des sociétés et non dans le marché boursier. Pour encore mieux comprendre, je reviens à l'exemple de Quincaillerie Richelieu. Savez-vous combien il y a eu de corrections boursières depuis mon achat en 1996? Tellement qu'on ne peut pas les compter. Et ce sans mentionner les crises, les guerres, les marchés baissiers, les paniques, etc. Il y a eu entre autres l'éclatement de la plus importante bulle spéculative de l'histoire. Il y a eu aussi la plus grave crise financière depuis les années 30. Tellement grave que tout notre système économique a été menacé d'effondrement. Tous d'excellents prétextes pour vendre, n'est-ce pas? Imaginez que je vende en 1998 mes actions parce que je viens de lire une chronique fort convaincante selon laquelle une correction se prépare. Quelle erreur fantastique et coûteuse, n'est-ce pas? Avec le recul, on sait que tout cela n'avait aucune importance, car ces événements n'ont pas empêché Richelieu de prospérer. C'est peut-être la raison pour laquelle moi je reste avec mes actions de Meta Platform. Et puis d'ailleurs, vous avez reçu tantôt ici le document pour l'Assemblée Générale. Dites-moi si vous avez reçu ce document-là, parce que ça me... Regardez à peu près les raisons pour lesquelles... quelles sont les raisons pour lesquelles... enfin, les recommandations de vote de Meta Platform. Ils nous demandent de ne pas voter pour certains éléments qui, selon moi, je considère que ces éléments-là sont importants. Et moi, je vais peut-être voter pour. Je ne vais pas les suivre de ce côté-là. Parce que je trouve que Meta gagnerait à être de plus en plus transparent. OK? Je pense que ça c'est mon raisonnement actuellement. Elle gagnerait à être de plus en plus transparente aujourd'hui. Or, les recommandations de vote qu'elle nous propose ici ne sont pas intéressantes selon moi. D'accord? Enfin, quand je dis ne sont pas intéressantes, c'est intéressant. Je dirais, elle nous recommande de ne pas voter en faveur de certains éléments que moi je considère intéressants. Et je pense que je ne vais pas suivre leur avis. Donc, je suis également libre de penser par moi, mais je suis propriétaire. Bon sang. Mais ça me fait rire, en fait, quand je vois ça. Je dis, mais Zuckerberg, je t'aime bien, mais je veux dire, là, tu abuses un tout petit peu. Bref, je continue. Alors, avec le recul, on sait tous que cela n'avait aucune importance, car ces événements n'ont pas empêché Richelieu de prospérer. Mon secret pour réussir en bourse implique nécessairement que vous devez vous préoccuper à 100% des éléments importants concernant vos entreprises. Réussir en bourse, c'est s'intéresser à 100% aux éléments qui concernent, les éléments importants qui concernent l'entreprise. L'évolution du prix n'est pas important. D'accord? L'évolution des bénéfices, c'est important. Du chiffre d'affaires, c'est important. Des marges, c'est important. Le changement de l'environnement concurrentiel, c'est important. La taille du marché, c'est important. Les drivers de la croissance, c'est important. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui?
C'est parce que je veux, tous ceux qui ont des actions Kering, et si vous écoutez cette vidéo-là, posez-vous les bonnes questions. OK? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a permis à Kering de réaliser le chiffre d'affaires qu'on lui a connu sur les années précédentes? D'accord? Pourquoi est-ce que Gucci a eu du succès sur les années précédentes? Pourquoi est-ce qu'elle est au ralenti aujourd'hui? Et demandez-vous, si ça ralentit, est-ce que ça ralentit pour mourir ou bien ça ralentit parce que voilà, c'est conjoncturel. OK? Moi, je ne ferai pas de vidéo sur Kering. Je pense qu'il n'y a rien à dire que je n'ai pas raconté dans mes vidéos précédentes. Ça reste de la consommation discrétionnaire. Les gens pensent que le luxe, on achète ça matin, midi, soir. Pourtant, les gens qui payent le luxe, ce sont des personnes qui ne sont pas généralement... Voilà, ce sont des personnes, ce sont des classes moyennes qui payent en majorité pour le luxe. Bon, pas pour les Ferrari, bien sûr. Mais ce sont les classes moyennes. Et en période actuelle, c'est un peu chaud. On peut faire payer ici le crédit immobilier qui augmente. OK? On peut faire couper, par exemple, sur les voyages. D'accord? Garder un peu plus d'argent. D'accord? Que d'aller acheter une ceinture Louis Vuitton ou Gucci. Donc, ne vous laissez pas distraire par les fluctuations et les nombreux bruits boursiers. Oh, l'entreprise a fait moins 5% parce que le PDG, on s'est rendu compte que son salaire est trop élevé, machin. On s'en fout. Si le PDG a pu augmenter les marges, les revenus, etc., moi, ça ne me dérange pas. C'est comme avec le bavardage sur le PDG de Stellantis. Vous, en tant qu'actionnaire de Stellantis, vous n'êtes pas content? Hein? Alors, il ne mérite pas son salaire, 30 millions, et alors, vous savez combien est-ce qu'on paye dans ce secteur d'activité? Il mérite son salaire. Pour 9 milliards généraux, je ne sais pas combien, là, on donne 30, pour un maigre 30 millions. Vous n'êtes pas content? Alors virez-le, prenez quelqu'un qui va travailler pour 2 millions, mais sachez que la personne qui va travailler pour 2 millions, eh ben, vous aurez le résultat de 2 millions. Et laissez-moi vous dire que s'il est compétent à 2 millions, il va se faire débaucher. C'est aussi simple que ça. Vous avez un gestionnaire qualitatif et vous vous inquiétez. Et ça vous dérange qu'il puisse gagner grassement sa vie. Ah non, ça dépasse le salaire moyen des employés. Et alors? Personne n'a empêché qui que ce soit de prendre des actions. Et oh, pardon. Tous ceux qui sont de gauche, etc., qui vont venir, ouais, mais pardon. Tout ce que je veux dire ici, c'est que le monsieur est compétent. Si vous ne lui donnez pas l'argent qu'il mérite, il ira ailleurs. Et vous allez pouvoir recruter quelqu'un d'autre ici qui va payer, qui va accepter de prendre un salaire moins élevé pour faire ses preuves. Et ça court également avec les risques qui viennent avec. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, ne vous laissez pas distraire par les fluctuations et les nombreux bruits boursiers. Donc, c'est par exemple quand une entreprise fait moins 5% en bourse et on va regarder, c'est quoi la news? C'est quoi la news? Ça, on s'en fout de 5%. Est-ce que la news est dans les rapports financiers ou bien c'est parce que, voilà, c'est un peu comme avec Verizon et le truc là, les Verizon, AT&T et tout ce qui concerne ici les câbles à gainage de plomb. Tout le monde en a fait tout un bavard. On a fait toute une histoire autour. Pourtant, il n'y a rien du tout dessus. Tu lis l'article en question, tu écoutes le conference call, c'est logique. Frère, c'était la technologie disponible à ce moment-là. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Aujourd'hui, on se rend compte que les produits à base de PFAS sont nocifs, mais pourtant, là, on les a utilisés pendant des années. Maintenant, c'est le troisième qui doit payer. Ben, si vous n'avez pas dit que c'était nocif, après, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être écrit en petits caractères. Les éléments les plus importants. Je ne pensais pas que cette vidéo allait durer. Comme quoi, j'ai bavard toujours. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, les amis. Alors, au lieu de dépenser votre précieux temps à lire sur ce qui se passe dans les marchés, investissez complètement ce temps à suivre vos sociétés pour mieux les connaître et mieux les comprendre. Merci encore et bonne chance dans vos placements.